Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Le clairon. Alors voici encore, on a parlé, c'était un autre sujet tout à l'heure, mais voilà encore une actualité qu'on ne trouve nulle part dans les médias, sauf dans le journal d'opinion d'ailleurs, il faut leur rendre cette justice. Mais ça fait pas beaucoup pour un sujet qui pourrait, derrière l'anecdote sportive, avoir des enjeux géopolitiques majeurs. Rappelons les faits, donc il y a un mois, le CIO, donc le Comité international olympique, a décidé de suspendre le Comité national olympique russe avec, disent-ils, effet immédiat. Donc ils les suspendent des Jeux olympiques de Paris. Une décision qui prive donc l'instance russe de financement. La présence d'athlètes, évidemment, sous bannière russe est interdite. D'ailleurs, sur le principe, ils pourront quand même se présenter sous bannière neutre, mais bon, ça, c'est pas encore confirmé. Et à cela, la Russie répondait il y a un mois, donc, le CIO a pris une nouvelle décision contre-productive et clairement à motif politique. Depuis, eh bien, Moscou a riposté et annoncé ses propres jeux. Alors, ils ont annoncé l'annonce des Jeux des BRICS du 12 au 23 juin prochain à Kazan, dans le sud-ouest du pays, donc un mois avant les Jeux olympiques organisés par le CIO. Voilà donc ce qui se passe. Alors évidemment, la Russie dit non, mais ça n'a rien. Enfin, c'est pas l'un contre l'autre. Nous sommes ouverts, nous ne faisons pas d'exclusivité, contrairement au CIO. Mais ça mérite en tout cas d'être noté et commenté, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être avec Pierre-Emmanuel Thoman. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en géopolitique, enseignant, rédacteur du blog Heureux Continent, et donc nous sommes heureux de pouvoir parler de ce sujet dont qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui nous semble malgré tout important. Oui, bien sûr, c'est important parce que cela confirme l'évolution du système international vers, je dirais, un monde plus multicentré avec des alternatives à la mondialisation dominée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Oui. Et est-ce que vous considérez que justement le sport, depuis le début, était une forme aussi d'enjeu politique et que là, elle s'est cristallisée autour de ces Jeux olympiques? Oui, alors dans la confrontation mondiale est une répartition des espaces géopolitiques aujourd'hui entre les grandes puissances et toutes les thématiques sont aspirées dans cette lutte pour le pouvoir mondial et la rivalité, que ce soit les questions de santé, on l'a vu avec l'affaire du Covid, les questions militaires évidemment qui sont l'outil classique de rivalité entre les grandes puissances, l'économie avec les sanctions, les questions énergétiques aussi avec la réorientation des flux énergétiques et la culture, la cyberguerre, la communication stratégique. Et enfin, le sport, évidemment, qui devient une thématique de puissance et qui l'a toujours été dans l'histoire. Oui, c'est ça. Oui, si on rappelle un peu l'histoire, il y a déjà eu, finalement, des moments où la Russie, enfin, l'URSS à l'époque, était empêchée de participer aux Jeux organisés aux États-Unis et inversement. Donc, finalement, on a l'impression qu'on ne fait que revivre ce qui a déjà été vécu, mais sauf qu'à l'époque, on parlait de guerre froide et aujourd'hui, on n'en parle pas officiellement. Exactement. Alors, on parle de nouvelle guerre froide aujourd'hui. Dans cette nouvelle rivalité des grandes puissances, mais ce ne sera pas la même chose que la guerre froide qu'on avait eue lors du monde bipolaire, parce que la situation est beaucoup plus fluide et ce qui se produit, c'est en fait des alliances qui s'accélèrent, qui ont commencé d'ailleurs bien avant
l'intervention russe en Ukraine, qui a permis d'accélérer ce mouvement, comme selon le principe d'Archimède, en accélérant la modification des relations entre les États au niveau international. Ça a commencé, selon moi, avec l'intervention russe en Syrie, qui a permis de stopper je dirais le projet de changement de régime en Syrie, toujours dans l'optique d'un élargissement, d'une extension de l'espace euro-atlantique sous domination des États-Unis. Ensuite, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan. Il y a l'intervention russe en 2022 en Ukraine qui permet de stopper l'élargissement de l'OTAN. Et aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien qui est également aspiré dans cette lutte entre grandes puissances. Et au final, on remarque effectivement cette organisation des Jeux Olympiques des BRICS entre dans cette modification des alliances avec l'élargissement des BRICS pendant ce conflit en Ukraine, où un grand nombre de pays en Eurasie, mais aussi sur tous les continents, ont demandé à adhérer aux BRICS, et ce qui permet à la Russie de souligner qu'en réalité, elle n'est pas isolée au niveau mondial. Oui, et là, c'est vrai que ces Jeux le montrent également. Vous savez, aujourd'hui, combien de pays vont participer à ces Jeux Olympiques des BRICS, enfin, en ordre de grandeur? Est-ce que c'est... Alors, il y a les pays. Je n'ai pas vu encore la confirmation officielle, mais les pays des BRICS, donc il y a les pays d'Asie, il y a aussi l'Afrique du Sud, Chine, Russie, Kazakhstan. Il y a aussi les nouveaux membres, ceux qui vont devenir qui vont faire partie des BRICS à partir de 2024, depuis les récentes décisions. L'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Soudan, et donc on va voir qui va participer à ces Jeux, mais je pense que s'il y a l'annonce de l'organisation de ces Jeux Olympiques des BRICS, c'est qu'ils sont assurés d'avoir une participation d'un nombre important de pays. Oui, c'est ça, parce que finalement ces Jeux Olympiques ont déjà eu lieu, des Jeux organisés par des BRICS, mais là la différence, c'est aussi dans cette annonce, dans ce côté un peu cet effort de communication de la Russie, même si ici ce n'est absolument pas relayé, mais de dire ça y est, nous avons nos jeux qui sont alors évidemment ils veulent montrer qu'ils ne sont pas eux exclusifs et donc ce n'est pas l'un ou l'autre, mais il y a tout de même un parallèle qui se fait de façon automatique entre les jeux des CIO et puis ces jeux-là, de montrer qu'en effet eux aussi ils peuvent rassembler beaucoup de monde autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est se demander finalement s'il y a des pays qui vont être entre les deux, certainement. Comment ça va influencer finalement? Est-ce que finalement le centre va pas petit à petit basculer, entre guillemets, le centre qui était occidental aujourd'hui, enfin qui se voulait occidental, est-ce qu'il ne va pas basculer du côté des BRICS? Alors effectivement, il y a un basculement géopolitique du monde, mais cela ne signifie pas qu'on évolue vers, je pense, un centre exclusif autour de l'Asie pour la géopolitique mondiale, mais plutôt l'existence de plusieurs centres en rivalité et d'une manière beaucoup plus fluide. Alors, je voulais aussi préciser qu'en réalité, l'émergence de ces nouvelles organisations multilatérales, les BRICS, mais aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, ce ne sont pas des alliances, par exemple, comme l'OTAN. Il n'y a pas d'article 5, elles ne sont pas des alliances militaires. D'obligation militaire, solidarité militaire. Mais je dirais, elles permettent à ces États de négocier entre les puissances des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui ont aussi des problèmes entre elles, des problèmes de frontières, des problèmes de rivalité géopolitique, mais elles veulent régler leurs problèmes entre elles sans être sous surveillance, je dirais, ou domination de la mondialisation occidentale et les États-Unis en particulier. Et en réalité, c'est une alternative au système multilatéral mondial dominé par les Occidentaux et les États-Unis qui émerge. Ce n'est pas contre. Il y a évidemment une rivalité, mais c'est une alternative même à l'ONU, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Conseil de l'Europe, même l'Union européenne, l'OTAN, qui auront de plus en plus de mal à s'élargir dans l'espace de l'ex-URSS. C'est une alternative, une mondialisation alternative.
Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai même moi-même dit en présentation, ça pourrait finalement remplacer un centre, le centre occidental, et être remplacé par une nouvelle forme de centralisation autour de ces pays du BRICS. Et finalement, vous nous dites non, attention, il y a erreur. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce que recherchent ces pays-là des BRICS. Comme vous le dites, c'est pas d'être le nouveau entre guillemets noyau du monde ou d'être un noyau du monde concurrent, mais bien tout simplement de sortir de ce système de centralisation pour qu'il y ait plusieurs systèmes multipolaires. C'est ça en fait l'objectif. Exactement. Parce que évidemment, les États-Unis vont rester pour l'instant la première puissance mondiale, même si elle est en régression géopolitique. La Chine émerge rapidement, mais elle n'atteint pas encore la puissance américaine. Cela dépend des secteurs, au niveau économique sans doute, mais sans doute pas au niveau énergétique. La Chine n'a pas les ressources minières des États-Unis. Par contre, la Russie possède beaucoup de ressources, a une parité je dirais stratégique en termes d'armes nucléaires avec les États-Unis, ce que ne possède pas la Chine. Et donc, c'est un monde de puissance relatives qui sont pas toutes au même niveau, mais c'est un monde beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que cette mondialisation alternative, je pense, ne formera pas non plus un monde bipolaire en symétrie avec, c'est-à-dire un monde autour de la Chine et de la Russie contre les États-Unis, avec deux systèmes concurrents. Ce sera beaucoup plus fluide et il y aura un certain nombre de pays qui vont jouer l'équilibre entre les deux, dont la Russie qui se méfie aussi de la Chine et qui a un projet de grande Eurasie justement avec évidemment de pivot vers l'Asie, coopération avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, les pays de l'ASEAN, l'Iran, et offre une place d'ailleurs aux Européens pour contrebalancer la Chine. Et donc, c'est plus compliqué que ça. L'Inde aussi, par exemple, participe au Quad dans l'Indo-Pacifique avec les États-Unis, le Japon pour contrebalancer la Chine, mais elle fait partie aussi des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors c'est un nouveau monde qui émerge et le problème, c'est l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne qui pour l'instant se positionnent comme Rimland, c'est-à-dire dans la périphérie de l'espace euro-atlantique, sous domination des États-Unis, au lieu de profiter de ce monde multipolaire qui émerge et d'élargir leurs liens. Et l'on voit que ça interpelle quand même certains États. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même Emmanuel Macron avait proposé d'ailleurs de participer à la dernière réunion des BRICS, qui lui a été refusée. Enfin, il s'est invité. Il a tenté de s'inviter à la dernière minute. Le problème, c'est qu'il faut être un peu cohérent dans sa politique étrangère. Exactement. Mais il y a la diplomatie française se rend compte qu'il y a un monde alternatif qui émerge et qu'il faudrait peut-être commencer à aussi avoir une politique plus multipolaire en résonance avec la France comme puissance d'équilibre, parce que dans les documents de stratégie ou dans les discours, on fait la promotion d'une France comme puissance d'équilibre, mais encore faut-il le mettre en œuvre et n'est pas totalement aligné dans un monde occidental dominé par les États-Unis. Et cela passe évidemment par la participation ou la coopération de l'Union européenne avec l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, et au niveau bilatéral aussi, mais ce n'est pas encore le cas. Ouais. Et vous l'avez dit, d'ailleurs, on en avait parlé ici, cette note de Georges Malbruno, qui a été mise au grand public par Georges Malbruno, cette note d'une dizaine d'ambassadeurs envoyés, confidentiels normalement, envoyés à l'Élysée, pour expliquer que justement il y avait un problème dans la gestion. Alors c'était le conflit israélo-palestinien et qu'il ne fallait pas être trop suiviste, notamment de la politique américaine, donc ultra pro-israélienne, et que cela posait des problèmes dans la politique étrangère et arabe, politique arabe habituelle de la France. Donc on voit bien que finalement cela ne nous rend pas service que de nous aligner à chaque fois sur les Américains, et pourtant on continue de le faire. Et c'est intéressant parce que vous le dites ici, les diplomates voudraient, il y a des signaux aujourd'hui pour que on puisse tirer profit entre guillemets de cette situation de multipolarisation, et pourtant on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas alors que les signaux sont tous clairs et voyants? Alors parce qu'il y a petit à petit, depuis d'ailleurs ça fait longtemps, depuis le départ du général de Gaulle,
qui avait une position vraiment assez forte, y compris pendant la guerre froide où l'URSS était désignée comme ennemi, mais il voulait positionner la France justement comme puissance d'équilibre et il dialoguait avec l'URSS, même dans les moments les plus difficiles, en rivalité avec les États-Unis. Il ne voulait pas que le projet européen devienne totalement inféodé aux États-Unis. Oui. Mais petit à petit, après son départ, les présidents français, la politique française, les élites, il y a une américanisation progressive jusqu'à aujourd'hui où on a eu des présidents extrêmement atlantistes qui se sont alignés systématiquement sur la position des États-Unis. Mais la dernière fois, alors ce n'est pas dans le passé récent, on a eu des exemples où ça n'a pas été le cas. Il y a 2003. Un sursaut politique, je dirais, lors de la guerre en Irak en 2003, avec l'axe Paris-Berlin-Moscou. Le célèbre discours de Valéry Giscard. Exactement. Et lors de la guerre en Russie-Géorgie, Nicolas Sarkozy, qui pourtant de mouvance atlantiste, avait compris qu'il était plus judicieux de faire l'équilibre entre Géorgie-Russie, et surtout que la France avait la présidence de l'Union européenne, alors qu'aujourd'hui, évidemment, à partir de François Hollande et ensuite Emmanuel Macron, il y a un alignement sur les États-Unis, notamment contre la Russie, en soutenant l'Ukraine, et la France ne peut plus jouer ce rôle de puissance d'équilibre dans cette posture. Ah oui, vous pensez que c'est trop tard maintenant pour nous? Ben, c'est nécessaire, surtout qu'on voit que le monde change rapidement. Pour le dire de manière brute, je pense que la Russie a déjà gagné la guerre en Ukraine, parce que le centre de gravité de ce conflit, c'est de modifier les alliances au niveau international. Les sanctions ne fonctionnent pas, la Russie se renforce, la contre-offensive du régime de Kiev a échoué. Et en plus, on a ce conflit israélo-palestinien qui éclate, dont on ne voit aucune perspective, et d'où la rébellion au ministère des Affaires étrangères de ces diplomates qui estiment que la France s'aligne trop, en fait, sur cette position israélo-américaine de vouloir régler ce conflit sans avoir de perspective à nouveau de négociation pour une sortie de crise. Et c'est le cas aussi pour l'Ukraine. Et dans les deux cas, la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, on ne s'en sortira pas sans un nouveau concert des puissances mondiales, avec la Russie, la Chine, l'Inde, les pays des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, et pas seulement un dialogue entre pays occidentaux. C'est ça la nouveauté. Mais ce qui est intéressant également, vous disiez finalement l'Europe est trop, on va dire, vassalisée derrière les Américains, mais on voit des pays qui prennent un petit peu plus d'indépendance que la France par rapport à ça. Par exemple, l'Espagne a reconnu récemment l'État palestinien. À l'inverse de la politique française. Ça veut dire quoi, à votre avis, que même finalement l'Europe n'arrive plus à parler d'un seul son de voix et certains vont réussir peut-être à, entre guillemets, reconnaître et avancer dans ce nouveau monde multipolaire, et d'autres vont rester suivistes de la politique américaine? Alors, je considère qu'en fait, l'Union européenne n'a jamais vraiment eu une position totalement unanime. Il y a toujours eu des dissensions avec des degrés plus ou moins forts. Le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment très clivant. Il y a eu des postures totalement différentes depuis très longtemps. Par exemple, l'Allemagne considère que la politique israélienne, c'est la raison d'État même de l'Allemagne à cause du nazisme, de son passé nazi. Et donc, il peut pas y avoir de position sur ce sujet vraiment équilibré à cause de la position allemande. Sur l'Ukraine, alors la plupart des pays se sont alignés, vassalisés par rapport à Washington et l'OTAN en soutenant l'Ukraine avec des moyens financiers militaires, mais la Hongrie ne l'a jamais fait. Enfin, en tout cas pas pour les livraisons d'armes. La Slovaquie se retire de ce schéma. Il y a de plus en plus de critiques au sein des États européens, et cet alignement, je dirais, à propos de l'Ukraine, marque en réalité cette vassalisation de l'Union européenne au lieu d'une autonomie stratégique, parce que en fait la plupart des États membres ne sont pas souverains. Ils sont dépendants du parapluie nucléaire américain. Ils subissent des pressions. Mais ce qui n'est pas notre cas.
voilà, la France est peut-être c'est le seul État nucléaire, d'ailleurs, des pays membres de l'Union européenne qui pourrait prétendre à plus de souveraineté, sauf que elle ne met pas en œuvre réellement cette politique d'équilibre qu'elle annonce ou qu'elle prétend maintenir dans sa politique étrangère. Et l'Union européenne, en fait, s'affaiblit. On le voit dans les grandes négociations qui vont s'annoncer pour la résolution de ces différents conflits régionaux qui sont aspirés dans la géopolitique mondiale, la rivalité entre grandes puissances, avec les trois grands pôles, Washington, Moscou, Pékin. L'Union européenne va jouer un rôle marginal, peut-être pour financer ensuite les sorties de crise, mais n'est pas le centre du monde de la géopolitique mondiale. Ce sont les grands États qui vont négocier, les États-nations qui sont au centre de ces négociations. Pour vous résumer, en fait, la France a les moyens, aurait les moyens de réagir et d'avoir une politique différente, indépendante, une politique peut-être plus souveraine et plus équilibrée aussi dans les jeux de pouvoir et dans ces jeux justement géopolitiques qui ont lieu et qui ont, à mon avis, une importance primordiale. Encore une fois, pour conclure, on parle de ces jeux des BRICS. Certains vont dire oui, c'est du sport, mais non, c'est éminemment politique et géopolitique, et c'est pour ça que c'était très intéressant d'en parler avec vous. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Thoman. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, enseignant et rédacteur du blog Eurocontinent. Merci encore et à bientôt.